Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission que j'ai appelée C'est si simple, ça devrait se savoir. Alors aujourd'hui, pour cette première, je reçois un médecin, docteur Sophie Magui-Beignet. Je vous propose de partager aujourd'hui avec Sophie autour du thème de, évidemment, la médecine, le soin, les manques, les progrès que l'on pourrait souhaiter, les questions que l'on peut se poser, la place aussi de la conscience que nous sommes tous en fait, et la médecine. Donc, Sophie, est-ce que déjà tu peux nous expliquer, nous mettre un petit peu le tableau? Et voilà, passé quand même de nombreuses années extrêmement riches sur ce métier que je pensais être celui qui me serait définitif. Et puis finalement, à un moment où ma santé m'a plus du tout permise de travailler, j'ai été alitée en fait pendant plusieurs années. J'ai fait énormément de tentatives médicamenteuses. J'ai essayé tout ce qui était accessible pour vivre que des échecs en fait thérapeutiques et m'enfoncer même vraiment de palier en palier dans une plus grande dépendance, une plus grande souffrance, une plus grande dépossession de moi-même aussi, parce que la iatrogénie, c'est-à-dire l'effet secondaire du médicament, c'est quelque chose dont on ne Oui. mesure pas, en tout cas quand on est le prescripteur, à quel point ça dénature les personnes. Voilà, jusqu'à ce que je me lance dans plus ou moins une espèce de méthode autodidacte de l'hypnose. Et là, il s'est tout de suite passé quelque chose de vraiment fantastique pour moi. C'est que d'abord, j'y entrais très facilement. Et ensuite, c'était extrêmement soulageant, tout de suite. J'avais enfin des fenêtres de repos, de répit, d'anesthésie, de décontraction et presque de confort du corps, ce que je ne connaissais plus depuis des années. Donc, j'ai commencé à me mettre dans ces transes hypnotiques plusieurs fois par jour, plusieurs heures par jour. Et c'est comme ça que l'aventure de la conscience a commencé, c'est-à-dire pas du tout en l'embrassant parce que c'était une idée, une quête, une aspiration consciente de ma part sur qu'est-ce qu'est l'humain, qu'est-ce qu'est le monde, où est l'univers. Hein. Non, non, pas Oui, du tu tout. n'attendais rien de ça. C'était efficace. Voilà. C'était la seule efficacité que je trouvais. Et donc après, par contre, si je puis dire, c'est vraiment la conscience qui est venue à moi. C'est-à-dire que le temps que j'ai passé, les voyages que j'ai faits, ont commencé à raffiner un petit peu ce qui était très grossier, très amalgamé à l'intérieur, et à me donner un peu de discernement, à me faire me poser des questions, et notamment les questions de mais qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce que c'est que ça, comment on fonctionne, c'est quoi un être humain, quelle est cette partie de nous-mêmes, quelle est cette puissance-là. Qu'est-ce que l'esprit même, parce que pour moi jusque-là l'esprit c'était l'intelligence analytique, hein, c'est tout. Et c'est vraiment comme ça que cette aventure a commencé, qui se poursuit toujours parce que c'est devenu une totale passion. J'imagine que tu sens que c'est une vérité. Donc, du coup, tu dois avoir envie aussi de le partager avec tes pairs, non? Oui, ce que j'ai vraiment envie de partager avec mes pairs, c'est cette nouvelle conscience de à quel point il y a un vrai endroit où on se trompe. Voilà. Ou en tout cas, il y a un vrai endroit où on est dans une profonde ignorance et que c'est absolument indispensable de s'y intéresser. Il y a beaucoup de connotations sur cette intelligence. C'est la matière d'abord, l'intelligence, c'est la religion. Enfin, tout est mélangé, non? La spiritualité reste dans la case de la religion Hmm. et non pas et n'est pas revenue dans la case de l'étude de l'esprit. Au-delà de notre propre vocabulaire et du prêche de nos paroisses. Et moi, ce qui me serait vraiment là idéal et passionnant et ce qui m'anime beaucoup, c'est cette interpénétration des mondes parce que il y a énormément de santé dans la spiritualité. Je crois que l'humilité et la curiosité sont nécessaires pour le découvrir. On peut aussi bénéficier des fruits qui ont été cueillis par les précédents. Et c'est ce qu'on fait souvent d'ailleurs. Simplement là, effectivement, comme tu le disais, il y a une espèce d'habitude à l'opposition de genre qui fait que l'écoute n'est pas possible.
qu'il y a comme ça une vision extrêmement suspicieuse. En fait, dans la science et dans la médecine, il y a une perception de l'invisible qui est complètement connotée, bafouée, réprimée, dévalorisée et attaquée. On n'est pas du tout encore dans des préceptes où le fait d'admettre que notre vie invisible, d'abord, elle est très simple. Elle ne relève pas d'un ésotérisme mystérieux ou mystique. Hein. La vie invisible, c'est juste les pensées, les émotions, les états d'être, voilà, les élans, les répressions des élans. C'est ça la vie invisible de tout le monde, hein, la sensorialité, la sensitivité, l'inspiration. Tout ça, c'est la vie invisible, en fait, hein, de tout le monde qu'on vit tous les jours. Et ça, effectivement, quand on le pose comme ça, on peut peut-être s'apercevoir que cette vie-là conditionne beaucoup la vie du corps. Parce que quand même, on arrive à s'apercevoir, même si ça reste assez grossier, que si on est stressé, on est tendu. Ah bon, il y a bien un lien entre les deux. Oui, bah oui. Et si on est tendu, il y a toute une cascade des hormones de stress et des neurotransmetteurs qui font que c'est éprouvant pour l'organisme. Alors bon, peut-être qu'on pourrait commencer à admettre que d'avoir des pensées qui sont un peu toxiques et des émotions difficiles, c'est pas bon pour la santé. Voilà, on est à ce balbutiement là, on n'est pas du tout en train de se dire que la puissance de l'esprit conditionne la matière. Et donc, on a réduit, bon, je n'invente rien, hein, on a matérialisé la vie comme se réduisant à de la biochimie cellulaire, ce qu'elle n'est pas. Parce qu'on oublie, on a juste cette espèce de gap, ce trou, ce blackout sur le fait que cette perfection extraordinairement complexe de la biochimie cellulaire, elle est organisée où? Par quoi? Qu'est-ce qui la sous-tend? C'est quoi en tout la génétique? Elle est où l'intelligence qui code la génétique? Elle est où l'intelligence qui sait mettre dans 4 nucléotides la totalité du code qui va te conduire à un corps humain? Elle est où? Mais ça, c'est la frontière qu'on ne franchit pas. Et comme on ne la franchit pas, eh bien, on ne peut pas cultiver l'harmonie de cet espace-là, de cette information-là, de cette réalité-là. Et donc, comme ça, non plus corriger du symptôme, mais restaurer l'harmonie dans un déséquilibre. Ce serait vraiment bon qu'on s'y intéresse. Voilà, sur toutes ces dimensions de l'être humain. Et toutes ces constantes-là qu'ils ont découvertes dans la nature, c'est des chiffres magnifiques. Enfin, tout le monde dit c'est une harmonie incroyable, on n'en revient pas. Tu changes le 0,000 de la fin, paf, il y a tout ça ne fonctionne plus. Moi, c'est quoi l'intelligence qui est derrière alors? Eh bien voilà, c'est la perfection du hasard. Voilà, c'est ça. Alors, c'est quoi le hasard? Alors, on est reparti. Mais alors, c'est quoi le hasard? C'est quoi la perfection du hasard? C'est quoi le hasard dans le vivant? Quel est même le concept de hasard dans le vivant? C'est-à-dire, d'où sort l'idée que quelque chose pourrait être fait sans aucune intention de fonctionnalité quand on regarde ce qui nous entoure, où tout est sublimement adapté, précis, perfectionné. Et moi, ça me fait très, très plaisir de pouvoir échanger avec un médecin parce que, évidemment, je ne suis pas du tout ni médecin, ni physicienne, ni savante, sachante. Voilà, c'est juste, j'ai fait des expériences dans ma vie. Il m'est arrivé quelque chose pour moi, qui a bouleversé ma vie, qui a transformé ma vie. J'ai eu une connexion avec cette intelligence qui a bouleversé ma vie, toute ma vie, toute ma vie. Et alors, quand je parle, c'est « Ah non, mais toi, de toute façon, tu sais rien, donc ça vaut pas. » Mais ça vaut, c'est l'expérience. Eh bien, oui. Alors, la première chose, c'est que je suis absolument certaine que cette connexion, quand on la vit, change toujours, tout le temps, et pour tout le monde, radicalement l'existence. Bah, oui, je ne vois pas comment ça peut être autrement. Et la seconde chose, c'est que, par contre, pour qui n'en a pas fait l'expérience, effectivement, comme ça n'a pas de réalité,
ça ne peut pas parvenir, en fait. La puissance qui s'en dégage et la révolution intérieure que ça représente ne peut pas parvenir puisqu'on reste là dans une appréciation de la vie qui est, encore une fois, du domaine de la logique, de la déduction, de l'observation extérieure. Donc, à partir du moment où on n'a pas eu d'expérience intérieure, on ne peut pas en reconnaître la valeur, on ne la connaît pas. C'est comme être, voilà, si tu es sourd de naissance, tu ne sais pas à quoi ressemble un son, c'est normal. Et donc, tu peux très bien revendiquer que le monde est silencieux, puisque c'est ton expérience. Alors, ce pourquoi je prêche et qui me ferait vraiment plaisir, c'est que le domaine de la science et de la médecine sont précisément des domaines qui se revendiquent comme accordant de la valeur à l'expérience. Et il me chagrine que ce soit devenu des domaines qui accordent de la valeur à l'expérience que si elle est réalisée sous certaines formes, dans certaines conditions et par certaines personnes. Et que du coup, ça devient en fait une valeur qui est excluante. Alors que, effectivement, la valeur de l'empirisme, on la connaît parce qu'on vit tous les jours avec, c'est-à-dire que toute notre vie se bâtit dans sa sagesse au travers des expériences que l'on fait soi-même. Donc ça veut bien dire que nous lui accordons de toute façon la seule valeur véritable. Et quand on est parent, on le sait, que nos enfants vont se vautrer, vont faire les mêmes bêtises que nous, et on sait que c'est indispensable, parce que seule l'expérience apportera la connaissance. Donc finalement, mis bout à bout, on est tous d'accord, seule l'expérience apporte la connaissance. Il serait bon vraiment de revêtir, en fait, d'être habité par cette curiosité de l'expérience qui n'est pas la nôtre. Alors, comment la médecine pourrait s'en emparer? Mais parce que tout ça existe déjà en définitive et que simplement ça n'est pas reconnu à hauteur de la valeur que ça a. Le fait de, par exemple, de savoir à quel point libérer son émotionnel est bon pour la santé, ça existe déjà. Le fait que certaines personnes ont fait de leur métier des thérapies qui utilisent l'énergétique, ça existe déjà. Il y a même des médecines traditionnelles qui sont extrêmement érudits dessus, qui ont fait des cartographies, qui savent parfaitement comment ça marche. Et qui sont d'ailleurs utilisés par des milliards d'êtres humains. On n'est pas là dans quelque chose de confidentiel. Hein. Ah oui, mais on n'a pas le droit dans ces cas-là de dire des mots médicaux. Mais on n'a pas le droit de dire des mots médicaux précisément parce que ça n'est donc toujours pas rattaché à la médecine et aux soins de la personne. Et on ne considère pas que ce soit quelque chose d'efficace, ou au moins, si on veut garder notre patrimoine culturel qui vise à démontrer les efficacités, que ce soit quelque chose de suffisamment intéressant pour qu'on investisse de l'attention, de l'observation, de la confiance et de la curiosité sur ces disciplines qui sont pourtant extrêmement précises et pas d'un accès pour le premier venu quand elles sont très bien pratiquées. Donc voilà, et puis c'est pareil, la science conscientielle, ça existe déjà. C'est un peu, ça a été jusque-là répertorié et puis peut-être un peu confisqué par justement les milieux dits spirituels et donc amalgamés à la religion. Mais on ne parle pas là de philosophie, on ne parle pas là de croyance. Enfin, moi, je ne parle pas de croyance. Moi, la conscience, je la vis tous les jours. La texture de la présence, je suis immergée dedans. Le flux énergétique qui me parcourt, je peux le décrire. D'où vient la pensée, je peux le repérer. Comment est enquistée mon émotion et comment est-ce que la conscience qui est donc une espèce de puissance d'harmonie, va aller la libérer, je le vis à chaque instant. Donc il ne s'agit pas là de faire un système dans lequel il faudrait juste accepter, encore une fois, des règles et des préceptes, comme si on était certain qu'il soit vrai sans en faire l'expérience. C'est ce qu'on est, c'est ce qu'on vit, c'est comme ça que c'est organisé. L'être humain, il est fait de ça. Donc, on a tous les droits d'être dubitatif ou suspicieux, mais allons-y, allons regarder, testons, explorons.
Évidemment, effectivement, tout ça est aussi abreuvé du fait que il existe chez des personnes qui font des expériences ou qui sont un peu fascinées par les expériences, autant de travers que chez les autres. Donc, il existe des faux récits, il existe des faux pouvoirs, il existe des fausses sagesses, il existe des tentatives d'emprise, de domination, d'abus, d'extorsion. Tout ça existe, hein, Bien sûr. comme ailleurs. Bien Il sûr. existe des charlatans pas convaincus de ce qu'ils vendent, comme c'est le cas en médecine. Il existe des gens consciencieux, comme c'est le cas en médecine. Et il existe des bons soins énergétiques, des belles pratiques de conscience, ou pas, comme il existe des bons médicaments et des belles interventions chirurgicales, ou pas. Ce n'est pas une question de discipline, c'est une question de nature humaine. Voilà. Donc le discernement, c'est là-dessus qu'il doit s'exercer. Et il se trouve que justement, le fait de plonger dans cette exploration de conscience permet de savoir exactement de quoi est fait le discernement, comment on le reconnaît et comment est-ce qu'on fait la différence entre ce qui est un peu factice, un peu exagéré, un peu crédible ou complètement vrai. On peut faire ça, on peut avoir cette qualité-là avec l'entraînement de la conscience. Mais justement, par exemple, quand on te voit, toi maintenant, mais tous tes collègues doivent se dire, oh là, attends, là, il y a quelque chose que je dois comprendre quand on te voit. Aujourd'hui, tes collègues, ils t'ont vu malade, Non, ils te voient aujourd'hui, ils doivent se dire, je veux savoir. non, pas forcément. Il y a peut-être des gens qui se disent, d'abord, je ne sais pas ce qu'ils se disent. Il y en a peut-être qui se disent, ah bah c'est un peu intéressant, puis ça corrobore certaines de mes intuitions, donc voilà, j'écoute un peu. Et puis il y en a certainement aussi beaucoup qui se disent, bah, dis donc, la maladie, ça l'a pas arrangé, elle a complètement pété un plomb et elle est perdue pour la cause. C'est sûr même, tu vois, c'est comme ça, mais parce qu'on fait tous pareil. Quand on ne comprend pas quelque chose, on commence à se dire que c'est l'autre qui est déficient et à côté de ses pompes. Oui, Voilà. sauf que moi, je t'ai vu marcher, il n'y a pas de canne, enfin, je veux dire, tu marches tout à fait normalement avec une très belle élégance et tout ça. Tu t'occupes de tes enfants, Oui, de ta maison, enfin, tu as une vie tout à ben, fait normale. c'est ce qui me permet d'avoir ce genre de discours de façon décomplexée, c'est parce que je suis ma propre preuve. Ben oui, Donc après, je veux dire que quelles que soient les opinions à mon égard, on peut me raconter tout ce que chacun veut. Moi, ma vie, je la vis. Mon expérience, je la fais. Et je la fais tous les jours. Donc je sais bien, entre le médicament et la conscience, ce qui m'a permis de sortir de mon lit. Et après, donc, et en ce sens, je ne suis pas influençable, ou je ne peux pas être apeurée par le regard de l'autre, parce que d'abord, je lui reconnais le droit d'avoir celui qu'il veut, et c'est comme à moi-même, et ensuite parce que ça ne peut pas me démentir. Au-delà d'un rétablissement, etc., les transformations sont telles, les expériences sont telles, et encore très récemment, les révélations et aussi les talents des gens que je peux rencontrer sur ce chemin qui me laissent mais complètement fascinée en fait, hein, à la fois de la beauté, de la puissance et puis de l'intégrité que je peux rencontrer, sont telles que bon ben voilà, si ça ne plaît pas, c'est pas grave. Puis si ça intéresse un peu, c'est tant mieux. oui. Voilà. Merci infiniment pour ces partages, Sophie. Merci beaucoup. Merci à toi, merci beaucoup Céline. À tous, merci pour cette première émission. Merci beaucoup. À bientôt alors. À bientôt, à Au très revoir. bientôt. Au revoir.